parti. C'est parti. Monsieur Corbeil, comment ça va? Ça va bien, toi, JF? Ça va très bien. Ça fait un petit bout qu'on n'avait pas enregistré dans ce format-là, en fait, où est-ce qu'on pré-enregistre au lieu de faire des lives puis juste jaser de sport. Pour l'occasion, on ramène une des premières personnes à avoir fait une entrevue avec nous autres, Max Hawk. Comment ça va, Max? Shane, vous autres, les boys? Très bien, très bien. Good. Corb, moi, j'ai rien à boire aujourd'hui parce que aussitôt qu'on finit ça, je m'en vais jouer à la balle, mais je sais que tu as sûrement un drink avec toi. Ouais, une petite Unibrew, autre chose à IPA, à la pêche. Donc, petit goût fruité. C'est ma portion de fruits là, pour la journée. Puis toi, Max? Moi, c'est même chose que la dernière fois, mais dans un plus beau verre. Là, c'est Bleu Royal, un gin québécois avec gin tonic. Yes, yes. Juste te dire, JF, je savais pas que c'était une bonne raison si on allait une game de balle après. Mais... ben tu sais comment je prends ça au sérieux, moi. Ouais. Hein? Fait que c'est ça. Fait que oui, c'est ça. J'ai rien à boire, j'ai même pas d'eau, j'ai pas rien. Corb, on voulait jaser de balle aujourd'hui. On a jasé de hockey pas mal des dernières semaines, mais il y a tellement de choses qui sont arrivées à balle, dont, je vais le dire tout de suite, là, les Yankees qui dominent un peu la saison, je dirais. Là. Puis là, je vois vos casquettes, fait que je sens que je vais un peu me faire écœurer, mais c'est pas grave, je suis habitué. J'ai envie de commencer, avant de parler des maudits Yankees, là, j'ai envie de parler de quelque chose, puis j'ai envie surtout d'avoir l'opinion de notre coach. Ben dans le fond, attends un peu, là, ce que je me dis, c'est que c'était un genre de bilan de mi-saison. On était pas mal à 30 games de jouer. Ouais. Fait que là, on avait Max dans la pré-saison, puis là, on va y aller avec une analyse mi-saison. J'espère que tu vas être là avant les playoffs. Ben oui. On a juste à y demander, hein, dans le fond. Ben oui, je suis tout le temps disponible. Good. Ben, tu veux y aller avec une analyse en partant de la saison? Ça, tu veux? Non, vas-y, je voulais juste spécifier qu'on était à mi-saison. Okay. Ouais. En fait, moi, là, je vais avoir ton opinion sur ce qui s'est passé la semaine passée avec Fernando Tatis Jr., probablement le gars le plus spectaculaire présentement dans le baseball majeur. Mais avant de parler de ça, je veux juste t'amener sur le fameux livre des règlements, des lois non écrites. Parle-moi de ça un peu. Oui, bien, c'est vieux comme le monde. Là. Il y a des règlements non écrits au baseball. Puis, tu sais, c'est tout le temps ta perception des choses face à ça. Dans le passé, puis même encore hier, on tirait de l'arrière dans le junior élite, nous autres, à l'ABC, puis ils ne te retiennent pas, puis on perdait par beaucoup. Puis, on était au premier but, puis j'avais la discussion avec Marc-Antoine Bérubé que moi, je l'aurais pris le deuxième but. Moi, coaché au 3, j'aurais dit à mon gars, tu pars au 2. Ça aurait été, certains l'auraient mal perçu, d'autres n'auraient rien dit. On coupe le double jeu, même si on perd par beaucoup, je le prends. Tu sais, on est dans un air aussi où le baseball est un petit peu en déclin au niveau des jeunes, au niveau de la popularité. Tu sais, quand on a un gars explosif comme Fernando Tatis Jr., ben laissons-le jouer, laissons-le casser tous les records. Il est excitant. Combien de fois qu'il slide, qu'il est mort, mais qu'il réussit à éviter, puis à nager, puis à contourner le gars, puis il est safe. Hey, laissons-le aller. Pas de limite, pas d'excuses. Go for it, puis rends ça excitant. Puis là, tu vas ramener une batch de jeunes qui vont adorer le baseball. Puis peu importe le score, peu importe trois balles, aucune prise, but rempli, pas but rempli. La seule chose, c'est que tu veux respecter tes opposants. Tu ne veux pas aller dans quelque chose qui est irrespectueux. Si tu frappes une bombe, que tu marches jusqu'au premier but, puis que c'est 10-0, là, tu ridiculises l'adversaire. Là, je suis d'accord qu'on est ailleurs. Tu frappes ta bombe, tu cours. À la Abraham Taureau qui court au début quand il frappe un circuit, aucun problème avec ça. Quand tu ridiculises l'adversaire, quand tu le domines, là, j'ai un problème parce que là, tu ne respectes pas la game de baseball. Pour moi, c'est deux choses différentes. Tu sais, là, on a entendu comme les divergences d'opinion là-dessus. Moi, je pense, honnêtement, les Delino de Shields qui dit « Moi, si j'ai volé mes 100 bagues des mineurs, c'est parce que j'ai volé des buts dans des games qui étaient finis. Les home runs, 3 bases de reprise, on entend toujours qu'il ne faut pas gaspiller aucun at-bat. C'est avec ça qu'ils signent des contrats. On s'entend que Tatis n'aura jamais de problème d'argent, mais est-ce qu'on
Est-ce qu'on met des breaks aux gars quand les statistiques font fouet de tout niveau contrat? Moi, je pense que c'est vraiment, c'est mort dans l'œuf. On est rendu en 2020. Tout le monde veut voir ça. Quand tu te le fais faire, tu es l'équipe opposée, bon, tu vas toujours revenir avec ça se fait pas, on perd par beaucoup, tout ça. Mais quand tu es l'équipe qui gagne, puis tout le monde qui regarde veut voir ça. Fait que c'est juste d'apprendre à prendre un peu plus son trou, je pense, puis faire avancer la game. Donc, ça revient à soi meilleur. Exact. Il n'est pas assez bon. Il trouve la façon d'être meilleur que ça, puis de pas te 3 rendre balles, 0 brise, donne pas une barrière phase. Exactement. Surtout dans le baseball majeur. Dans le baseball majeur, là, dans le baseball majeur, c'est les meilleurs joueurs à chaque position. C'est supposé être tous les meilleurs joueurs. Fait que de penser qu'un frappeur va laisser passer une balle à 3 balles aucune prise, en plein cœur, peu importe le score, je pense que c'est un peu pas être à son affaire. Là. Mais la ligne, je trouve qu'elle est mince. Tu disais de respecter l'adversaire. Là. Le monde, il y a du monde qui capotait avec le bat flip de Bautista. Mm-hmm. On s'entend-tu que c'est comme le moment parfait pour faire un bat flip? Là? Ce qu'il a fait, là, Bautista, avec l'intensité qu'il avait. Il n'a pas manqué de respect à personne, mais le monde chialait pareil. Fait que d'arriver à 3-0, il y a des situations qui sont touchées. La ligne est très mince, mais ça va toujours faire jaser les deux clans. C'est en train de changer là, tranquillement. Le bad flip a créé un précédent. Ouais. Je pense. Après ça, tout est analysé. Là, où il disait ça prend une grosse situation pour faire un bad flip, sauf que les fans moyens aiment voir ça. Exact. On se positionne où là, par rapport à ça? Replace-toi aussi là, dans l'histoire du bad flip à Bautista. S'il n'y avait pas meilleur moment, plus close pour en frapper une longue, ça changeait le cours du match. Mm-hmm. C'est sûr que sur le moment, là, on aurait arrêté la cassette, là, puis on lui aurait dit qu'est-ce qu'il vient de faire là. Il dit, ah boy, c'est vrai, je viens de faire un bad flip. C'est tellement un moment intense que ça a été une réaction instinctive, je suis pas mal sûr. Puis même lui, il s'est dit, ouais, je l'ai peut-être mis un peu parce que le bad flip, le bat est allé pas mal loin, mais c'est tellement intense, c'est un moment charnière dans la partie que moi, je pense que des fois, il ne faut pas over-analyser la situation. Puis c'est l'intensité. On est tous des gars intenses. On a tous joué du sport les trois ensemble. Tu sais, je veux dire, quand tu as un moment intense et tu réussis, là, dans une ligue de garage, ça m'arrive souvent de quand c'est un bien partant. C'est parce que je suis intense et que je veux gagner la game pareil, tu sais, mais je ne fais pas exprès. Là, ça sort Après, ça. la game, tu ne te souviens même pas comment tu as réagi. Exact. Des fois, oui. Moi je pense qu'on a fait le tour sur Tatis. Là. On va faire besoin des bombes 3-0. Ouais. Ben oui. Puis, il réplique, c'est la game d'après, il réplique en volant le 3e. En volant le 3. Après ça, ils ont fait un record 4 games de suite avec un grand chelem. S'ils ne frappent pas ce chelem-là, c'est un slam Diego shot-là. 5 en 6 games aussi. 5 en 6 games, mais le 4 en 4, c'était complètement malade. Ça a été... Tu sais, si Tatis ne le frappe pas, la séquence n'existe pas. Fait que, tu sais, tout est dans tout, là, tant qu'à moi, facile à refaire. C'est sûr que la prochaine fois qu'il est 3-0, même s'il mène par 10 points, il va re-swinguer le bat. C'est juste au lanceur d'être prêt. J'espère. Mais là, son père avait quand même mis la barre haute avec 2 grands chelems dans le même manche. Je ne suis pas encore rendu là. On va attendre. J'ai hâte de voir quand ça va être réégalisé, ce record-là. Tatis senior, c'était pas 2 grands chelems dans la même manche de chaque côté de la plate, en plus? Ah, peut-être. Je sais qu'avec les cartes, il y en a un qui a fait ça. Mais... Ouais. Okay. C'est soit Tatis ou comment il s'appelait Bautista. Bautista, celui qui est complètement ouvert. Là. Il a joué avec les Expos aussi. Là. Tony Bautista. Ouais, c'est lui ou Tatis. Il y a seulement un gars qui a fait 2 slams dans la même manche. Fait que c'est Fernando Tatis. Hitter, par exemple. Toi, tu parles peut-être dans le même game. Peut-être dans le même game. Fernando Tatis, je me souviens bien, c'était un frappeur droitier. Mais je sais qu'il y en a un qui a 2 grands chelems dans le même game. Je sais que tu tournes pas mal autour du sujet, mais on peut parler du classement. Hein? Ouais, tu vois, mais il n'était même pas sur ma liste, moi, en fait, le classement. C'est même pas... je sais pas pourquoi. Écoute, je suis arrivé avec une casquette d'une autre équipe, puis quand j'ai vu Mac, j'ai dit là, je m'en vais changer, c'est sûr. J'avais ma casquette de Sir John, quand j'ai vu Mac, j'ai dit c'est pas vrai qu'ils vont être 2 contre 0. Allez, vas-y, je te laisse aller sur le classement, Cord, c'est pas mal. Le classement à l'envers, Boston est premier. Exactement. Les Red Sox sont plus loin qu'on pensait. Ça va pas bien du tout. Pas tant en même temps. Moi, je les avais mis 4e. Oui, mais c'est une grosse position en dessous, puis c'est les Orioles qui sont passés en avant d'eux. C'est ça qui est gênant. Là. C'est qui est plat. Les Orioles de Baltimore, là, juste te répéter une autre fois. Oui, mais OK, mettons, je t'arrête tout de suite là-dessus. Oui, c'est les Orioles, mais pour vrai, quand on regarde
les lanceurs des Red Sox. C'est sûr que Exactement. peu importe l'alignement offensif, il n'y avait aucune chance de finir en haut de quatrième. Là, c'est sûr que les Orioles sont... Mais... On a passé assez de temps sur l'équipe de dernière position. On va revenir aux Yankees. Là. Malgré les blessures, encore une fois, Stanton, Judge qui manque du temps, LeMahieu, Severino qui ne sera pas là de l'année, des gros noms, Chapman qui vient de revenir dans le line-up. Les Yankees sont complètement dominants. Encore une fois, les gars qui rentrent du banc font la job, même plus que faire la job. Là, il y a des gars des Talkman de ce monde que personne ne connaissait il y a 2 ans, qui lead off et qui frappe en haut de 300, qui est constant, c'est beau à voir. Je ne sais pas si tu regardes pas mal, Max. Hein? Oui, bien, je regarde en surface un peu parce que j'ai pas beaucoup de temps, je suis beaucoup sur la route, mais ce qui est impressionnant, puis j'avais encore la discussion avec une couple de gars qui ont joué des mineurs. Ils sont tellement stackés en haut que les gars restent longtemps dans le A, sont longtemps dans le 2A, sont longtemps dans le 3. Fait que quand ils arrivent dans le show, ça fait longtemps qu'ils ont tourné la roue, ils ont de l'expérience, c'est des bons joueurs de balle. Fait que quand c'est le temps de monter, ils sont capables de livrer de la marchandise. Dieu merci, parce qu'encore Stanton, Judge, c'est un peu inquiétant, ça. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui... Je me pose des sérieuses questions sur ça vaut-il la peine là, de sortir de l'argent pour Aaron Judge? Quand il est là, il livre la marchandise, c'est incroyable, mais pour 60, 70, 80 games, t'en joues 162, il faut se poser la question. Je trouve ça un peu inquiétant. Puis là, on dirait que la liste des blessés s'allonge de game en game. Puis à un moment donné, je pense que c'était un gars par match qui partait. Là. Oh oui. La bonne nouvelle, c'est qu'on est encore premier. Oui. Hein, Jeff? Oui. Moi, j'allais juste vous lancer sur une chose que j'ai vue, parce que quand je lis des affaires sur les Yankees, habituellement, c'est les affaires qui sont plus négatives, là, parce que ça me feed un peu. Mais j'ai vu une rumeur comme quoi que le joueur préféré de Corb était sur le marché, probablement, puis que les Yankees cherchaient pas nécessairement à l'échanger, mais à le remplacer parce qu'il ne fait pas la job présentement, puis c'est Gary Sanchez, avec sa moyenne ronflante de 132, puis défensivement, qui a beaucoup de difficultés. Très plausible. Non, c'est ça. Fait que j'ai vu qu'il y avait ça, mais évidemment, Cashman ne joue que par Sanchez. C'est parce place, là, mais... Tu sais, Gary n'est pas un premier slam, pas en carrière. Ce qui va arriver, c'est que probablement, là, on parle de ça, puis les 8 prochaines games, il va se ramasser avec 7-8 circuits, une moyenne de 350-400. Là, c'est allé, il va remonter sa moyenne. Puis en arrière de la plate, il a fait beaucoup d'améliorations en 2 ans. Là. C'est visible. Il boxe moins ses balles, il a un bras canon, il est précis. Les erreurs, il a quand même fini dernier catcher dans les partants pour le framing. Oui. Mais je le prends quand même avec Christian Vasquez. C'est Stival qui a fait un gros upgrade, par contre, qui a changé sa façon d'attraper des balles. Mais à 350-400, je suis pas positif un peu. Non, pas qu'il va finir sa carrière. Je te parle sur une période de 5 à 10 matchs. Okay. Non, oublie ça là, pour une saison complète, on se comprend. C'est un frappeur il doit avoir à peine 200 de moyenne en carrière. 200, 200. Ouais, 220 à peu près, oui. Ouais, mais 30-35 bombes. Fait que c'est pardonnable dans un line-up comme celui comme les Yankees. C'est quand même le catcher avec le bat qui frappe le plus de circuits de la MLB là, dans les 5 dernières années. Fait que, ils ne sortiront pas un claquement de doigts. Les Yankees ont drafté au repêchage l'an passé un catcher numéro 1. Il y en a 3 présentement dans le top 5. C'est ça. Fait que c'est peut-être dans l'optique de ça là, que Sanchez pourrait être sur le marché. Là. Je pense que s'il tombe sur le marché, il va devenir très populaire. Ça va être une bonne monnaie d'échange. Oui, tout à fait. Avez-vous assez parlé des Yankees? Vous avez d'autres choses à ajouter là-dessus? Là? Non, on a fait le tour, je pense. Ben, juste à dire que je viens de recevoir un message comme quoi que leur game de soir est postpone encore. Ouais, je viens de voir ça aussi. J'ai envie de t'envoyer, Max, aussi sur... moi, je me suis fait quelques petits sujets que je voulais te parler. Là, puis il y en a un qui... Écoute, je vais faire un beau petit jeu de mots. Il y en a un qui me trotte dans la tête. J'ai envie de te parler de Mike Trout. Ouais. Est-ce qu'il est temps de l'échanger, Mike Trout, en même? Je trouve ça désolant de les voir encore dernier où il ne se passe pas grand-chose. Il vient de signer un lucratif contrat en plus. Si tu échanges Mike Trout, c'est un peu comme échanger Carey Price. Il faut que tu frappes le grand chelem avec ça, sinon tu passes à côté. C'est la figure de ta franchise. Moi, je pense qu'il faut échanger autour de lui, bien plus que lui. Mais je ne serais pas game de l'échanger. Ben, moi mon opinion là-dessus, c'est qu'ils viennent de signer Randon. Ils ne vont pas l'échanger
première saison là, que les deux sont un one-two punch ensemble. Ohtani toujours blessé. Des gros points d'interrogation au pitching. C'est une équipe qui est mal bâtie. Là. Ça, je suis d'accord. Les millions qu'ils ont dépensés sur Randon, on aurait peut-être dû les dépenser sur. On s'est essayé d'avoir Garrett Cole, mettons, mais se pacter une coupe de starting pitcher puis un booster à relève un peu. Il y a des bons releveurs qui sont passés sur le marché cet hiver puis ils n'ont pas bougé. Les Angels font du surplace depuis quelques années. Ben, c'est ça qui est plate parce qu'on ne voit jamais Trout en série. Moi, je les avais mis avec Ohtani en santé, je les avais mis premier dans la division. Mais dans nos prédictions qu'on avait faites. Écoute, ça n'a pas de sens. Trout, il faut qu'il soit dans les playoffs, le baseball majeur. C'est la figure là, du baseball. Oui, ils sont allés chercher Pujols, qui est encore sur un gros contrat encore présentement. Ohtani, qui est toujours blessé, un peu le parallèle que je faisais avec Judge, jusque c'est bien beau, tu l'as dans le line-up, mais il ne joue jamais. Mike Trout, qui peut te changer le cours d'un match facilement. Il n'a même pas besoin d'être entouré en haut, en bas de lui, puis il va livrer la marchandise, mais il accorde bien trop de points. Ils sont encore complètement derniers dans la division. Fait que présentement, ça fait du surplace, puis je pense qu'il faut qu'ils rechangent la façon qu'ils bâtissent leur équipe. Part avec Randon puis Trout, puis là, reset le reste. Est-ce qu'Ohtani, il faudrait qu'il devienne un one-way player? Ben moi, écoute, un bras comme le sien, tu veux l'essayer, mais c'est pour faire manquer du temps au bâton. Écoute, closer, en relève. Oui, mais tu sais, je pense qu'avec le contrat qu'il y a, de la façon qu'on voit aussi ses blessures depuis qu'il est arrivé à MLB, faisant un bat, puis un champ, puis si éventuellement, là, tu peux prendre une long curve pour le ramener peut-être comme pitcher, mais brusque rien, fais-y lancer justement, relève une manche ici et là, voir qu'est-ce qu'il donne, mais frapper des majeurs, je pense que c'est déjà un assez gros défi là, que tu n'as pas besoin d'embarquer ça but aussi en même temps. Oui, c'est un bon stress pour le corps aussi. Là. On le vit à petite échelle, nous autres, avec des 16, 17, 18 ans qu'on fait jouer two-way player, qu'on appelle, donc en défensive, au bat et sur le monticule, puis on se casse le bicycle. Bon, physiquement, ils sont pas en maturité, il faut faire attention. Là, un gros gars comme ça qui dégage beaucoup de power, c'est beaucoup de stress sur le corps. Puis là, en plus, tu le fais jouer quasiment tous les jours, faut que tu gères son repos. Moi, je trouve ça que c'est très compliqué. Puis, je ne suis pas un fan numéro 1 de ça présentement. À moins que tu livres vraiment la marchandise et que tu évites la DL. Présentement, il est que sur la DL. Fait que moi, ça ne m'énerve pas bien. C'est Éric Gagné qui nous avait parlé de lui, comme quoi que lui, il pensait que c'était le meilleur athlète de l'histoire du baseball majeur, à cause qu'il fait les deux, mais il ne fait pas attendre. Tu livres la marchandise à un moment donné, il faut que tu joues ce game-là. Oui. Max, dans le premier podcast qu'on a fait, tu nous as dit que tu avais une certaine... tu appréciais beaucoup Ozzy Albies. As-tu le temps de le suivre cette année? En tout, zéro. Écoute, tu manques pas grand-chose parce qu'à date, ça va pas super bien son affaire. Même les Braves, en général, je pense que c'est assez moyen. Ah, c'est ça, toi, tu fais en soir, c'est que tu nous piques sur les choix qu'on a faits dans nos top 5. C'est ça. Je viens juste. Tu sais, Gary Sanchez, Ozzy Albies, OK, ouais. Quand les Red Sox sont derniers, ça prend quelque chose à dire. C'est 2 contre 1, il faut bien que je le défende. Okay. Non, mais c'est bon. Hey Max, prochaine fois, on se fera un petit podcast, seul tous les deux, d'avance, puis on se prépare. Non, mais on va te le planter solide, par exemple. Là. On ne donnera pas de chance. Pas grand-chose à préparer quand les Red Sox sont... Non, mais les Red Sox, en fait, on peut en parler. Mettons, côté négatif un peu. Cette semaine ou hier, même, il disait que tout le monde était à vendre. Oui, Benintendi, j'ai vu qu'il était sur le marché. Benintendi, je trouve ça un peu poussé, par exemple, là, à l'âge qu'il a. Mais tu sais, les JD, Martinez, puis tous les joueurs. Est-ce que, mettons, justement, c'est une bonne affaire pour vous autres ou y a-t-il des joueurs là-dedans, pas nécessairement avec les Yankees, mais vous pensez qu'ils fitteraient avec une autre équipe? Ben, tu sais, Xander Bogaerts, c'est une équipe qui ne le prendrait pas? Ah non, c'est une bonne question. Andrew Benintendi, moi, je le verrais très bien là, dans le champ des Yankees. Moi, Brett Gardner, j'ai donné ma dose. Aaron Hicks est souvent blessé. Aaron Judge est souvent blessé. Benintendi, s'il se replace, tu mets ça soit dans n'importe quel champ. Donc, il est un meilleur fielder que ce que tu as présentement. Puis au bat, s'il se replace, ça peut être premier, deuxième frappeur avec DJ LeMahieu. Puis sinon, c'est un 8e, 9e frappeur, étoile n'importe où dans MLB. Il est jeune. J'adore ce frappeur-là. C'est un gaucher, short porch d'Andrette à New York.
Fait que oui, moi, je pense qu'il y a Benintendi puis Bogart, c'est n'importe quelle équipe de MLB. Moi, je vous en pousse une, Corb. JD Martinez, à la fin de l'année, il a son opt-out. Il va sortir de son contrat probablement. Tu le prends-tu comme DH? Non, on a assez de contrats, on a assez de DH dans cette équipe-là. Donc, non. À Toronto? Non. Could be. Ça pourrait aller chercher un gros first base Toronto. Là. Vogelback. Lui, il va pas. Ça va être le DH. Ouais. C'est un gars qui sortait des balles à 500 pieds là, dans ses années dans le mineur. Hâte de voir. Là, il y a eu une bonne saison, lui, je pense, avec les Mariners. Il y a 2 ans. Et tout, All-Star Game, toute l'équipe, j'ai hâte de voir. Puis Tellez, il n'y a pas une mauvaise saison en plus avec eux autres. Puis Vlad est là. Fait que je trouve ça quand même bizarre un peu comme move, mais sûrement une bonne raison. Ouais. Prochain sujet, triple couronne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un qui était dans la course. José Abreu. Premier pour les circuits, premier pour les PP, puis sixième pour la moyenne, mais tu sais, à 3,22 là, à une vingtaine de points. Pardon? Tatis, c'est trop loin. Ouais, Tatis, c'est trop loin la moyenne. Ah ouais? Ouais, ça me semble. Je pense qu'il est 11e, 12e. Il n'a même pas le top 10. OK, ben, je savais qu'il était over 300, mais... Je t'avoue que j'ai regardé Ligue américaine, mais batting à... José Abreu, moi, personnellement, j'y crois pas. Là. Ben, ça vient de popper. C'est pas l'indice dans les matchs que là, ça a comme levé pas mal, mais avant, c'était plus tranquille, non? C'est la moyenne, moi, qui me fait peur avec lui. Oui, mais ça a tout le temps été plus un frappeur de moyenne que tout le reste. Je ne sais pas si ça va arriver. Ça n'arrive jamais, fait que probablement pas. Puis Tatis, je regarde ses stats, il est 9e présentement à 314. Puis le premier, c'est Blackmon à 405. Là. Il va descendre un moment donné, lui. Là. Mais c'est pas impossible. Tatis, honnêtement, il m'a échappé. Là. Mais non, c'est pas impossible. Mais vas-y, Max. Moi, j'y crois pas, perso. Pour les deux? Je vois plus Tatis le réussir parce que Tatis va get on base pas mal plus qu'Abreu avec ses jambes. Mais avec 100 points de moyenne la moitié de la saison. Là. Je vois difficilement Blackmon devenir un frappeur de 200 puis l'autre frapper 350. Là. Fait que, non, c'est ça. Malheureusement, pas ça. J'y crois pas, mais je pense qu'à un moment donné, Tatis va la gagner dans sa carrière. Le dernier, c'est quoi? C'est Cabrera qui a gagné ça? Ouais. Je pense que oui, de mémoire, ça doit faire 6 ans, 7 ans peut-être? Plus que ça, je pense. 8. De mémoire, c'était 2011-2012. C'est très plausible. Je pensais que c'était plus que ça. Même. Mais dans son prime. Moi, je pense que Tatis dans sa carrière, mais je pense pas que cette année, ça va arriver. Je pense pas en tout. Même dans une saison écourtée, justement. Une saison écourtée, au lieu de 162 games, je trouve que les chances sont plus élevées, il me semble. Oui, mais la préparation des gars, tu sais, à un moment donné, là, je suis pas sûr que les gars sont tous arrivés top shape et qu'ils vont être capables de soutenir quand même si c'est 60 matchs, là. Ils n'ont pas eu la même sorte de camp d'entraînement, la même préparation. J'ai hâte de voir peut-être, mais j'ai un doute. Beaucoup de blessures sortent de là, selon moi aussi. Ouais. Les lanceurs surtout. Petite question, moi, que je vous lance demain. Votre surprise, autant positive ou négative depuis le début de la saison? Très bonne question. Vous prêt au dépourvu, hein? Ouais. J'ai pas nécessairement réfléchi, mais pour vrai, je te dirais que Tatis, pour moi, c'est une vraiment belle surprise. Là. J'avais dans mon pool l'année passée, puis il faisait partie des bons joueurs, mais jamais à ce niveau-là. Là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte du lot comme ça. J'ai pas bien le choix d'y aller avec lui, je pense, là, pour cette année. Là. Il y a plein de bons joueurs, même Harper, là, Bryce Harper qui frappe 320, une solide saison cette année comparée aux autres années ou des dernières années. Moi, je pense que je dirais que ça serait dans ce point-là. Tatis, ben oui. La dernière fois que j'ai regardé côté de déception, là, Christian Yelich, il a encore fait une bourde dans la gauche l'autre soir. Bizarre, ça. Décevant. Je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Au niveau des équipes, il y a les Aces d'Oakland. On savait qu'il y avait une bonne équipe, mais qui livre la marchandise tous les soirs, là, sont compétitifs. Puis, on savait qu'elle allait être bon, mais ils sont là, sont au plus fort de la course, sont en avant, sont numéro 1, sont... By the way, là, quand tu ne pouvais pas, Max, on a pris Charles-Alexis de Passion MLB, puis on a fait nos prédictions, puis j'avais les Aces premiers, puis GF n'y croit pas encore à ce jour, là, mais je pense qu'à la fin de la saison, il n'y aura pas le choix d'y croire. Moi, je pense que les Astros sont sur une bonne séquence. Je pense qu'ils le talent va finir par rattraper. Ils vont faire les séries. Les A's, ils ne finiront pas en dehors, mais Houston va finir par C'est pas ce que j'avais dit. Là. C'est moins discret frapper sur une poubelle quand il n'y a personne dans les estrades. Hein. Mais ça y reste. Ils sont bons. Là. Ils sont pas mauvais. Pensant le trouver, comment c'est difficile. C'est fou, hein? Il a demandé à se faire descendre dans le line-up.
C'est Non, rare c'est d'entendre malade. ça. Puis, Ouais. vas-y donc, vu que vous aimez tant que ça parler des Astros, là, Max, parle-moi donc d'Abraham Trop un peu. Ouais, ça allait pas bien, ça c'était 0 en 13. Je sais pas s'il a frappé hier. Là. Il était-tu J'ai dans pas le vu line-up hier. hier? J'ai pas vu, honnêtement. Mais il me semble qu'il était sur une bonne séquence avant son 0 en 13. Là, quand il s'est fait donner la position de Ouais. Bregman, tout ça, il frappait un Il y a eu, il y a eu 2-3 bons matchs de suite. Après ça, ça a diminué un peu. Mais c'est pas un gars qui a connu beaucoup d'insuccès dans sa carrière. Fait que, il a toujours pris charge. Fait que moi, Il vraiment, n'a pas eu la batte hier. Il a embarqué pour défensivement. OK. OK. Fait qu'il est encore dans une séquence un peu coup-ci, coup-ça au bâton. Mais comme je disais, c'est pas un gars qui a struggle dans sa carrière à toutes les étapes qu'il est allé. Fait que ça a toujours quand même été rondement. Puis quand il y avait des mauvaises séquences très courtes, il s'en sortait rapidement. Fait que j'ai confiance qu'il va trouver le moyen de rebondir rapidement. C'est juste que là, il y a une fenêtre d'opportunité où c'est Bregman qui est blessé. Là, fait que là, il faut juste qu'il saute dedans et qu'il se remette. Mais moi, j'ai c'est pas la même confiance. game non plus d'être un starter régulier puis d'être un bench player. Là. Il va s'adapter à ça aussi. Ouais, il faut qu'il s'adapte à ça, mais tu sais, des opportunités comme ça, il n'y en aura pas mille dans sa carrière. Fait que quand il y en a une, il faut qu'il sorte dessus. Là. Fait que mais j'ai confiance en lui. Là. Je suis un bon fan en partant. Là. Je suis corrompu un peu, mais je suis sûr qu'il va trouver le moyen de performer et de livrer ce qu'il est capable de faire. Là. Depuis ses débuts de la MLB, je veux dire, il a prouvé quand même que c'est un frappeur du calibre de la MLB. Fait que si ça ne se passe pas à Houston, selon moi, il va avoir d'autres chances ailleurs. C'est sûr qu'il est dans une équipe pactée présentement, mais il y a bien des équipes qui pourraient l'utiliser, je pense. Mais comme tu dis, s'il réussit à s'en sortir habituellement, on va penser que c'est ça qui va arriver. Oui, tout à fait. Puis c'est le fun même si c'est une équipe pactée, là, il est sur le banc avec eux autres. Là. Fait que, tu sais, il apprend à vitesse grand V. Là. Même si Altuve, il attendait des signaux de poubelle, là, il y en a à apporter à Abraham, puis Correa, puis Bregman, puis dans un environnement très fertile en talent. Fait que c'est juste bon pour lui. Le mec, si à un moment donné, c'est lui qui a l'opportunité de jouer à plein temps ou qu'il va jouer ailleurs, il aura un bagage d'expérience à repair là, pour amener ça. Là. Y a-tu d'autres gars de l'ABC qui ont des saisons qui font ouvrir les yeux, qui est un peu? Non. Non, Charles Leblanc est au Québec. Benjamin Pelletier est au Québec. Masson est au Québec. Jason n'a pas de contrat encore. Il est au Québec. Qui d'autre? Antoine Jean. Antoine Jean est à l'Université d'Alabama encore. Fait que, je te dirais que... Les boys sont avec vous autres. Parle-nous donc un peu là, de ceux qui viennent de signer. Là. J'ai vu une couple d'annonces passer aujourd'hui et avant-hier avec ta gang. Parle-nous donc de ça un peu pendant qu'on est là. Oui, Alexis Gravel, qui est un joueur sur l'équipe nationale, qui est avec nous autres aussi, qui vient de l'école secondaire Félix Leclerc dans l'anneau d'hier. Lanceur gaucher, joueur de champ centre, champ gauche à l'équipe nationale. Beaucoup de power. Il s'en va à Chipola College, où ce que Russell Martin est allé, puis Ivan Akarata, puis les meilleurs Québécois qui ont été junior college ont été à cet endroit-là. Il y a plusieurs. C'est une tradition de la crème là, de nos joueurs qui allaient là. C'est pas tout le monde qui peut aller là. C'est vraiment ce qu'on appelle dans le jargon un powerhouse. Là. C'est tough jouer là-bas. Si tu réussis à jouer et être partant, ben, tu as de la visibilité à vitesse grand V. Là. Il y a des scouts tout le temps. Puis... Oui, c'est des scouts. Je me rappelle une année, on avait été avec l'RBC, on avait joué une game contre eux, puis il y avait comme 10 scouts qui étaient venus voir un BP avant notre match. Il n'y a pas une balle qui est tombée dans le terrain. Tout le long du BP. C'était l'autre bord de la clôture. Tout le long du BP. Là, les gars de l'industrie disaient « la game va être longue. » C'est une des premières sorties d'Antoine Jean, d'ailleurs, je dois s'en souvenir. Il prenait les devants sur le gars, 1 et 2, boum, boum. Il prenait les devants 0-2, boum, boum. Il prenait la balle, puis il s'installait là. Non, c'est pas vrai, il m'a refait ma manche. Puis... Ça a forgé le caractère un peu, mais c'est un powerhouse. Là. C'est là l'histoire qu'il racontait qu'il a accordé comme 3 circuits en ligne. Là. C'est ça? Ouais, c'est là. C'est là. Fait que je suis super content qu'Alexis s'en aille là. Il y a une super belle bourse. Puis ce qui est le fun, c'est que présentement, Cédric de Grand Prix et Alfonso Villalobos vont être à leur première année cette année à Chipola.
Fait qu'à leur deuxième année, ils m'ont accueilli Alexis. Fait qu'ils vont pouvoir le guider un peu comme grand frère. Fait que, puis on avait donné la responsabilité à Cédric aussi d'être un peu le grand frère d'Alexis au début de l'année au Québec pour tout ce qui était la routine pitching et tout. Fait que là, il va comme retrouver Cédric des Grands Prix à Chipola. Ça va faire un welcome un peu plus facile pour lui. Fait que non, on est très contents. C'est une belle annonce pour nous autres. Là. Puis pour lui surtout. Ouais. Nice. Puis il commit pour quand? 2022? 21. 2021, OK. Ouais, dans un an, il est parti. Quand on t'a eu la première fois, on a parlé de ça un peu, les commits. Tu sais que c'était, oui, il commit, mais c'est rien de garanti, dans le fond. Là. On a vu Raph Pelletier changer. Hein? C'est Raph qui a changé une commit à Chipola, justement, je pense? Non, TCU. Ah oui, lui, TCU, c'est TCU. universitaire. Ouais. Universitaire D1, c'est Texas Christian University. Là, avec les seniors qui revenaient, puis avec tous les freshmen qui arrivaient, ben là, il se retrouvait à avoir trop d'argent de donner. Puis il a dit à Raph que ça allait être compliqué un peu. Okay. Puis, il a été bon joueur parce qu'il a signé son désengagement à Raph. Il a dit OK, tu peux aller où ce que tu veux. Raph a signé dans la même conférence que TCU à Kansas State. Il s'en va dans une super belle place, une super bonne équipe, une université D1, fait qu'il va rejouer contre TCU. Parce qu'ils sont dans la même conférence. Ça va être intéressant. Puis Raph, il est pas mal rancunier. Fait que je pense qu'on va avoir un bon match. Ça va lui donner un petit edge de plus. Oui, la bonne nouvelle, c'est qu'il a été capable de se replacer rapidement parce qu'on a eu ça pendant la COVID. Okay. Fait que ça aurait pu être ultra problématique de se replacer, mais on a eu de l'aide puis il s'est trouvé une super bonne place. Fait que je suis bien heureux. Tant mieux. Ça ne doit pas arriver souvent, des uncommits comme ça? Non, souvent, d'habitude, c'est le joueur qui va procéder de même. Okay. Un joueur va se désengager de l'université pour signer ailleurs avec une meilleure bourse. Mais ça, c'est pas le genre de choses qu'on encourage bien. Ouais. Ça forge une réputation aussi, j'imagine. Oui. Mais ce que tu peux faire comme joueur, tu peux t'engager dans un junior college, qu'on appelle le JUCO, puis tu peux signer universitaire, puis 1-2 mois avant de partir, ben, tu dis OK, ben, je vais aller JUCO ou je vais aller universitaire, de prendre ta décision. Oui, exactement. Fait que, tu sais, c'est à toi de décider quelle opportunité tu veux prendre. Nice. Cool. Nice. J'ai une dernière question baseball pour toi, à moins que Corb en ait d'autres. Non, c'est bon, c'est intéressant. Moi, je voulais juste te lancer sur tu sais, tant qu'à parler d'un ancien Red Sox, parler de Mookie Betts un peu, puis les Dodgers. Moi puis Corb, on avait, puis aussi Charles-Alexis, on avait les Dodgers en série mondiale contre les Yankees. Là, les trois, on était assez unanimes. Là. Mookie Betts n'a pas connu un si bon début de saison, mais il a explosé assez rapidement. C'est le premier de l'histoire à avoir, je pense, c'est 6 matchs de 3 circuits. Ouais. Il a fait ça. En tout cas, c'est complètement fou, là, mais les joueurs là-bas n'arrêtent pas de dire que c'est le meilleur joueur qu'ils ont vu. Mais c'est complètement fou, là, ce joueur. Ouais. Ça me fait capoter à chaque fois. Puis même au-delà de ça, là, il est bon bat. As-tu vu défensivement comment il est bon aussi? C'est un fight Gold Glove, ben oui. Le relais qu'il a fait au 3 pour pogner le gars, là, ça n'avait aucun bon sens. Toute l'année jusqu'à présent, selon moi, défensivement, là, c'est effortless. Là. C'est vraiment naturel, fait son pas, plante son... Puis tu sais, le relais parfait. Comme... C'est plus tough, ce relais-là, que celui que Hernandez, Toscar Hernandez, des Jays qui a fait à la plate. Oui. Tu sais, du champ gauche à la plate, c'est pas mal plus facile que du champ droit au troisième but. Là. Écoute, c'est deux crises de relais, mais Mookie, c'est tellement un joueur complet, incroyable, qu'il n'aurait même pas besoin de faire ces jeux-là. Oui, puis c'est l'étendue du talent du joueur qui est exceptionnel. Là. Je veux dire, il est compétitif au bâton à toutes les fois. Dans le champ, c'est une sûreté. C'est une grosse acquisition des Dodgers. Là. C'est une très grosse acquisition. Déjà qu'il y avait le club boosté. Exact. Il a probablement signé à rabais avec eux là, à cause de la COVID. Oui, je pense que no doubt dans ma tête que c'est cette année pour les Dodgers. Il faut qu'ils arrêtent de l'échapper. No doubt même face aux Yankees? Ou... On parlait qu'ils se rendent en série mondiale. No doubt. Ça dépend qu'est-ce qu'on a de l'air rendu là. Moi, oui. Mais en santé, écoute, on verra rendu là. On fera nos prédictions rendues à ce moment-là. C'est pas un choix facile, honnêtement. Là, parce que je pense que chaque équipe est à une grosse blessure de perdre le edge. Puis,
Ouais. Un Mookie, un Bellinger, un Bueller sort du line-up. C'est sûr. Un Judge, un Garrett Cole. Kershaw qui n'a pas nécessairement ses meilleures performances en série. Exact. Je pense que les deux, en plus, sont profonds, sont complets. Ça va faire une belle série mondiale. J'ai vu une rumeur aujourd'hui passer que Trevor Bauer avec les Yankees, possiblement. Ça vous excite, ça? Ben moi, ça m'excite, c'est sûr. Moi, je le prends. Quel lanceur, quel homme, ouais. Ah. Avez-vous vu son mot? Ben toi, G, je sais que tu l'as vu. As-tu vu ça hier? Ah, wow. Hier? Ouais. Puis, il écrit Bud. Hein? Ouais, en arrière, sur mon ticket, ouais. Wow! Genre. Ah, qui fait ça? il est pas corporate ben, là, mais je sais pas qu'elle s'en donnait à New York, mais. Raser sa barbe. Il est bon. Ouais. Ben, il était shavé quand il a commencé. Fait que, Ouais, c'est sûr. Je pense pas que la barbe, mais Trevor Bauer avec les Yankees, demain matin, let's go. Là. Take him. Je vais le regarder lancer tous les fois que je peux. Là. C'est sûr que c'est un gamer, ce gars-là. Fait qu'en série, c'est un peu. Ouais. Oui, puis il va être là. Lui, il va vouloir la bague. Puis en ayant Severino sideline pour un an au moins, je pense que tu vas chercher le bras qui te manque pour attaquer les playoffs. Parce qu'on s'entend que le bas de la rotation ne fait pas le job. Mais Garrett Cole et James Paxton. Ils sont encore blessés, par exemple. Je ne sais plus s'il l'est. Oui, mais Paxton, gros gaucher, moi, je pense que s'il tombe troisième partant, c'est en voiture. Autant qu'il ne joue pas avec un drone à 21. Oui, c'est ça. Ça avait ouvert le petit doigt pour regarder lancer. C'était c'est un peu... en tout cas. Mac, j'ai envie, on parle de balle. Tu es un coach à balle, passionné de balle, mais tu es un passionné de sport en général. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de la poussée du CH en série? C'est inspirant, puis c'est le fun pour l'avenir. Là. Je veux dire, on parlait de l'échange Piquet-Souben chez Weber, maintenant on n'en parle plus. Là. Chez Weber a été à la hauteur, Price a été à la hauteur. Nick Suzuki, ça fait combien d'années qu'on n'a pas ça, qu'on n'a pas ça dans l'organisation à un bas âge, que ça t'ouvre les portes pour l'avenir. Keiki qui fait un job, ça descend fil d'anneau, ça le bon siège. Drouin puis Suzuki. S'il veut de la chaise. Puis lui considère ne pas être la bonne chaise. Là. On a eu ça en date d'aujourd'hui. Ouais, c'est une question de contrat. C'est une question de contrat, là, lui, là, c'est sûr. Exact. Puis il y a ça, mais selon moi, il y a. Ce gars-là joue sur une première ligne à cause qu'il était à Montréal. Les stats sont boostés par rapport à ça. Ouais. Puis là, il y a souvent des joueurs, des Travis Moen de ce monde, se ramassaient sur une première ligne puis pensaient qu'ils savaient jouer au hockey mieux que ce qu'il était capable de le faire. Dano va gagner la Coupe Stanley comme troisième centre, mais il va être le meilleur troisième centre de la Ligue nationale. Il est capable d'être dépanné sur une deuxième. Exactement. Mais il va dominer comme troisième centre dans la Ligue nationale s'il accepte ce rôle-là. Il va signer un contrat bien respectable sur plusieurs années s'il veut rester à Montréal. S'il quitte, j'ai un feeling que lui-même va le regretter. Comme c'est arrivé à Dale Weiss avec Philadelphie. Là, il était super bon à Montréal. Dale Weiss, il est parti à Philadelphie, fin de la carrière. Là, il est revenu ici, puis c'était pas... Ben oui, mais les jamais gars, été bon. Montréal sont forts là-dessus, donner de la chance à un third, fourth liner sur des gros trios parce qu'ils complètent bien les gars. Les gars ça fonctionne. Exactement. C'est ça qui se passe. Fait que là, eux veulent aller signer gros contrat ou avoir du temps de glace, mais finalement, le temps les rattrape. Et considérant ce que tu viens de dire, Max, au niveau du futur, Dano, là, lui, c'est sûr qu'il veut, ça fait 2-3 ans, sinon plus, qu'il joue sa première ligne puis qu'il connaît ses meilleures saisons. Il va vouloir être payé comme, peut-être pas un centre numéro 1, mais au moins un centre numéro 2, puis il va lui demander un 6 millions par année. Donnez-vous, même si c'est pour jouer ça à trop. 6 non, mais moi, à sa juste valeur, 4,5, on pourrait discuter. Mais là, l'autre chose qu'il faut rentrer en ligne de compte, c'est la masse salariale, elle va-tu augmenter? Elle va-tu bouger? Pour les 3 prochaines années. Bon, fait que, tu sais, là, tu te retrouves dans une situation où ça n'augmentera pas. Tu ne peux pas arriver avec une augmentation de salaire. Ce que Marc Bergevin et les autres DG ont quand même bien fait dans le passé, c'est de respecter une certaine hiérarchie au niveau des salaires des joueurs. On n'est pas arrivé avec à part, Gomez, là, mais... il est venu avec le contrat. Ouais, c'est ça, mais on n'a pas donné de contrat ahurissant à un gars qui ne méritait pas. Et Osner, là, c'est celui qui me vient en tête. Mais ton attaquant qui gagne le plus, c'est Jonathan Drouin à 6 millions. Ouais, c'est ça. En aucun cas, Dano va aller gagner plus que Drouin à Montréal. Mais il a été... Tu sais, je pense que Dano pense qu'il a été plus utile que Drouin. Le point est là, oui. Il a été plus
plus utile que Drouin, là, mettons qu'on parle pour parler, mais ils n'ont quand même pas fait les playoffs. S'il n'y a pas de COVID, ils finissent dans le cave. Il n'a pas amené une équipe qui n'avait pas de talent. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais Drouin ne l'a pas ça. fait non plus. Tu sais, tu regardes les deux cas, là, tu sais, je veux dire, Drouin est... Ouais, mais je compare pas un avec l'autre, c'est en voulant dire. Dano ne peut pas arriver et demander plus que Drouin dans cette chambre. Ben, moi, je pense qu'il va le faire. C'est ça mon point. Ben, c'est là que C'est là qu'il va se perdre. C'est là qu'il va se perdre, puis il va l'échapper, puis il va aller ailleurs. Puis je suis pas sûr qu'ailleurs, il va avoir la même vibe. Puis, tu sais, il est québécois, puis moi, ça serait plate de perdre. Ouais. De ce qu'il dit, je pense qu'il aime ça jouer à Montréal. Je pense qu'il est bien à Montréal, puis il veut être payé à sa juste valeur, puis c'est bien parfait, puis il devrait l'être. Il ne devrait pas être payé moins cher parce qu'il est québécois et veut rester à Montréal. Je pense que s'il accepte un contrat qui est juste, rajoute-y 1 an ou 2, puis baisse le montant par année, tu sais ce qu'il va te donner. Même vieillissant, tu sais ce qu'il va te donner parce que tu le fais ça, puis il est bon, il est responsable en défensive. Moi, je le prends l'impression. Ça va tourner autour des 40 millions sur 8 ans. Puis aussi, ben, c'est un gros contrat pour un gars comme ça. Là. Mais moi, maintenant, je voyais plus un 5-6 ans à 25. Mais il n'y a rien qui dit que l'année prochaine, KK arrive et qu'il joue comme les 8 games qu'on l'a vu dans les playoffs non plus. Là. KK, il est devenu fou en playoffs. Avant ça, il était à Laval. Il ne faut pas perdre ça de vue non plus. Mais il a dominé. Là. Il était complètement... Si c'est ce joueur-là qu'on a repêché, il va faire oublier le monde qui disait Brady Tkachuk, Philippe Zadina, tout ça. Les gros bonhommes s'en servaient, mais Philippe Danault n'a pas le skill set pour accoter un Kotkaniemi Suzuki. S'il veut rester à Montréal, il va accepter le contrat qui va y être offert à ça. Là. 25-5 ans, je pense que ça serait justement payé. Puis Danault va se trouver à toujours être le meilleur joueur sur sa troisième ligne quand même. C'est le gars qui va être promu si quelqu'un bouge en haut. C'est un beau backup. Si le deuxième, si Keke ou Suzuki se blesse, Philippe connaît la chanson, il arrive là puis il est capable de jouer avec les gars. Mais tu sais, nettement, là, il faut se tourner vers les jeunes. Il faut que Romanov joue dans le top 4. Il faut que Suzuki, Keke aient du temps de jeu l'année prochaine. Puis la seule problématique, c'est que Suzuki, Keke, Romanov ne t'amèneront pas. Ils ne sont pas dans la fenêtre d'opportunité pour gagner la Coupe Stanley, mais Price, Weber, Petrie, Gallagher sont rendus là. Fait qu'ils vont être capables de les amener du bon bord. Ça risque d'être un bon question mark. Moi, la bonne nouvelle, c'est ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que Price et Weber nous ont montré qu'il est encore très, très, très en forme. En tout cas, il reste une couple d'années dans le corps, certains. C'est de bien entourer ce qu'il y a là. Je pense qu'il y a un beau marché des agents libres pour ajouter un défenseur qui peut jouer. Moi, je chercherais un défenseur top 4 pour donner le temps à Romanov de se développer sur une troisième paire. Un peu de power play. Il y a une couple de défenseurs gauchers qui pourraient aller jouer avec Petrie, là, des Brody, des Dillon. Tu signes ça un 2-3 ans, tu le payes, mais éventuellement, il s'en va pour que Romanov aille son spot. Mais c'est ça, je pense qu'il ne faut pas faire la gaffe d'amener Romanov et dire tiens, mon homme, tu as le 4e spot, tu peux juste le perdre. Non, développe tranquillement. Puis va le chercher. Ça dépend avec qui joue. Ça dépend avec qui joue. S'il joue avec, je m'excuse. Il va jouer avec un Kel Fleury de ce monde, à peu près. Là. Ouais, mais c'est ça une troisième paire NHL, tu sais. Oui, mais ça fait tough pour Romanov. Moi, j'aime bien mieux qu'il soit quelqu'un qui va faire une bourde, il y a quelqu'un qui va backer. Fait que, tu sais, OK, chou, il y a moins de pression. Fait que là, à chaque fois qu'il fait une bourde, il se fait sauver par son partner. Là, s'il ne se fait pas sauver par son partner, c'est un goal, il va commencer à être ses talons. Ses talons, il ne veut pas se faire passer. Oui, sauf que, tu sais, moi, ce que je ne vois pas Romanov comme une plaie défensive. Là. Je pense que c'est un gars qui est assez complet, est assez all-around. Il n'y a pas vraiment besoin. C'est pas un gars qui jump tout le temps dans les jeux et qui est seulement offensif. Fait que moi, je le vois que tu le mets avec Petrie, ça va être lui le plus défensif des deux sur un certain sens. C'est lui qui va prendre le moins de chances offensives. Ouais. Juste, tu sais, il y a des gars qui rentrent dans la ligue, des Quinn Hughes, des Cal McCarr, ça c'est tout de suite sur une première ligne. Pas de problème. Il y a des gars qui ont besoin d'un peu de temps. Puis, un deuxième power play, des fois, là, un deuxième power play quand tu mènes par 3, là, tu commences comme ça, tu vois qu'est-ce qu'il te donne, il est capable de contrer. Tu sais, ça va être un upgrade sur Victor Mété. Oui, largement. Fait que le Canadien a possibilité dans les 3 prochaines années de présenter de quoi de potable. C'est en date d'aujourd'hui qu'il faut faire les moves. Moi, je pense que ça prend encore quelqu'un qui est capable de le mettre dedans big time. Je suis d'accord. Ça prend un gros attaquant qui est capable de le mettre dedans, que si tu es capable de mettre la main là-dessus, ça te va changer le portrait. Un gros attaquant, un défenseur top 4, là, tu te donnes une chance d'aller loin en playoff.
Oui. Puis avec ce que vous avez dit tantôt, la différence d'âge entre les groupes, il faut que tu profites du salaire de Kotkaniemi puis de Suzuki puis ces gars-là pour aller chercher un Taylor Hall, par exemple, ou un peu importe. Ben, moi je touche là, pas mais... Non, moi non plus, là, mais je dis lui parce qu'il est agent libre, c'est comme le gros nom. Là. Moi non plus, je il va ne coûter, tu sais, Taylor Hall, c'est le genre de gars qui a un MVP, fait qu'il va aller chercher un 9-10 millions par année. Ben, de ce que j'ai. L'affaire qui m'encourageait de Taylor Hall, c'est son entrevue qu'il a donnée et qu'il disait qu'il se crissait de l'argent, mettons. Il disait moi, je joue un jeu, je paye, mais il n'a pas joué la game du je suis agent libre puis je veux aller chercher le gros. Ouais, bon, on en discutera, mais qu'il ait signé. C'est une autre approche, puis c'est correct s'il y a de ça. Je suis content pour lui, mais c'est vraiment pas le genre de joueur pour moi qu'on a besoin. Ça prend. C'est une équipe qui est bâtie sur le caractère et tout ça. Partout ce qui passe, ce gars-là, il perd. Non, mais c'est ça. Ça, je suis d'accord, mais ça reste un scoreur qu'on n'a pas. Oui. Ah non, c'est ça. Ça prend quelqu'un que, quand ça va mal, tu sais ce qu'il va te donner 1 point par game, puis que ça va être un but ou une passe, puis c'est ça qu'on n'a pas. Là. Ça prend un gars qui en met 82 points sur le board année après année. Suzuki va en mettre 100 sur le board. Ouais, ben, moi, ma prédiction est 1 point par match à peu près là, dans 2-3 ans. Là, il va faire ça cette année. J'ai hâte de voir ça. Surtout c'est un gros allié. Puis ça achève les boys, là, mais petite question aussi, ça a été soulevé beaucoup pendant l'entrevue de fin de saison de Bart Bergevin, qui n'hésiterait pas à mettre du cash pour un backup goalie. Justement, on a vu qu'un Carey Price reposé, ça faisait toute la différence. Tu connais la toune de Corias, là, tu répètes toujours la même cassette. Uh-huh. Ça fait depuis que Price il est là que ça prend un bon backup. Il ne signe pas. Moi, je pense qu'il y a eu une couple de fois l'occasion. Un Louis Domingue qui ne coûterait pas cher. Non, mais c'est ça qu'est-ce qu'il dit, c'est qu'il est prêt à mettre de l'argent. Oui, mais cet argent-là, c'est l'argent que tu ne mettras pas ailleurs. Fait que moi, je ne suis pas pour ça. OK, moi, c'est ça ma question. Ma question, c'est ça. J'aime pas le nouveau thinking d'avoir 2 goalers. Je comprends quand tu as un goaler average, tu veux le backer avec un bon goaler. Un Carey Price peut encore goaler 60-65 games. Puis, avec une équipe qui fait du sens en avant, ton backup, il n'a pas besoin d'être si bon. Le problème, c'est que là, le backup a besoin d'être très bon parce qu'il n'y a pas d'équipe en avant. Moi, c'est comme ça. Mais ça reste pareil que Charlie Lindgren. Lui, il est parti. Il n'est pas calibre NHL. Là, tu ne peux pas mettre Caden Primo parce que tu veux qu'il goal des games. Fait que, puis McNevin, c'est pas plus prêt. Non, mais ça va prendre quelqu'un, mais un Keith Kincaid à 1.7, un moment donné, là, peut-être que c'était mal évalué, Keith Kincaid. Là, puis que Corey Crawford. Oui, mais c'est ça la question. Mais moi aussi, ce serait un de mes targets, c'est sûr. Exact, c'est ça, exact. Mais Corey Crawford, il gagne 5,5, je pense, là, sa dernière année. Combien, Max? 2? Ben oui. Non, c'est ça. Moi, je pense qu'il serait prêt à venir à Montréal, backup, finir sa carrière en avec Carey Price, puis goaler 20 games dans l'année. Il est tout le temps blessé anyway, puis capable de goaler 60 games. Moi, je pense que c'est parfait. Ça serait le fit parfait. Petit gars qui revient à la maison, 2 millions, 20 games par année, de l'expérience, plein des poches. Carey n'aurait pas à jouer au grand frère. Corey Crawford saurait quoi faire. Exact. Même coach des goalers, là, aussi. Oui, exactement. Il reste à savoir si le match il va des 2 bases, si lui il veut, si les 2 veulent. On s'entend que Corey Crawford, ce serait probablement le scénario le plus parfait qu'on pourrait avoir. Les wise, expérience et tout, je pense que oui. Mais tu sais, moi, je vois un gars comme Domingue qui s'est ramassé avec Tampa, gagné pas loin de 20 games, 25 games en backup. C'est sûr que tu n'aimes pas, là, je compare pas ça avec ça, mais pas même équipe. Ce gars-là, mettons, à 1.5. Oui, mais je suis d'accord. 1 an, 2 ans, puis tu sais, on est ça a été tough cette année, Louis Domingue, là, non? New Jersey, c'est catastrophique. Qui gagne à New Jersey, tu sais, c'est... Mickey Subban. Non. Non. Mais l'autre joueur que je voulais vous amener, puis j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Le monde, il disait Marc-André Fleury, mais tu sais, il est quoi, 6 millions pour 7 millions sur le cap pour encore 2 ans. C'est trop. Pas juste ça, c'est la meilleure façon de ramener un débat. Tu fais pas ça. Ça va être une distraction dans le vestiaire. Il n'y a rien de bon là-dedans. S'il faut que Price perde 2 matchs par 3-4 buts, Fleury embarque, fait un blanc, sortez Price de Montréal. Non, c'est ça. Tu ne rembarques pas là-dedans. À 6-7 millions sur le cap, là, ça te coûte un joueur d'impact. C'est too much, c'est sûr. C'est bien. À la place, pogne un gars là, qui stagne à 6-7 millions quelque part, là, qui reste 1 an ou 2 de contrat, là, puis essaye-le chez vous, voir ce qu'il va te donner. Comme Tatar, c'est arrivé à Vegas. Ramasse
ce qu'on appelle un mauvais contrat à 7 millions, il ne coûtera rien, mais s'il marche chez vous, Avec une recrue à la Suzuki sur le side. Exact. Ben, on en parlait, puis Corb, on a parlé une couple de fois, mais Montréal, ils ont comme. C'est là. Ils ont la chance de pouvoir faire ça. Il y avait des rumeurs qui n'avaient pas vraiment de sens que je voyais passer là, avec Vegas et Alex Stock. Là. Mais je pense que ce serait ma cible. Ben oui, mais Vegas va le garder, ce gars-là. Oui, mais. Je comprends que c'est une belle cible, là, mais. Alex Stock est condamné à jouer 103. Ils vont le garder. C'est un gars qui stagne là-bas, qui mesure 6 pieds 3, qui patine comme le vent. Puis à gauche, on en a parlé l'autre fois, Anthony Manta. Tu viens de changer ton attaque au complet. 2 gars de 6 pieds 3 en montant qui patinent puis qui savent jouer au hockey. Base, ça coûtera Caulfield puis ton premier choix de cette année, puis Domi, puis c'est pas grave. Mais ce qu'il faut, c'est ces 2 gars-là que ça te prend pour avoir un top 9 qui. Je suis d'accord avec toi, mais ça va coûter bien plus cher que ce que tu viens de dire. Tu penses que les Red Wings vont laisser aller Manta, même si. Je te dis mon first pick de cette année puis Cole Caulfield. Ça t'intéresse-tu? Ça. Je suis pas sûr qu'ils vont. Tu rajoutes peut-être un défenseur, un prospect défenseur là-dedans. Pas une Josh Brook, pas une Norlinder. Qui tu veux? Moi, je le fais demain matin. Puis Norlinder, j'hésiterais, là, mais. Oui, Norlinder, je pense qu'il s'en vient à Montréal. Il n'y a aucun trade qui est impossible. Il n'y a aucun trade qui est impossible. Ouais, mais il ne faut quand même pas que tu donnes trop non plus. Moi, je te dis que Norlinder. Quand même... Tu gagnes là. C'est soit tu gagnes là, ou sinon Price et Weber ne seront plus là quand tu vas être prêt. Je suis d'accord avec ça, mais il y a moyen de donner. Ben, regarde, moi, je regarde Tampa cette année. Ils ont payé Blake Coleman avec 2 high picks. Ils sont allés chez Barclay Goodrow qui a un high pick. C'est qui ces gars-là? Ben, Anthony Menton, c'est ils ont bien plus de talent. Tu sais, je veux dire, les autres. Oui, mais c'est pas grave. Le point est que si tu veux être sûr de faire les playoffs dans les 3 années à venir, c'est ça que ça prend. Si tu vas chercher ces 2 gars-là, tu signes un TJ Brody en arrière, c'est sûr que tu fais les playoffs la prochaine. 3 gars. C'est de valeur qui me reste tout le temps. Hein? Manta, ça m'excite, mais ça dépend ce que ça coûte. Ça coûtera ce que ça coûte. Moi, tu vois, je suis d'accord avec ce que tu dis, Max. 5 qui score 25-30 goals puis qui drop les mythes quand Suzuki se fait brasser. Moi, l'affaire que je suis d'accord que... Hein? Il faut aller chercher. Où c'est que je suis? C'est ça. Mais je suis d'accord avec toi, Max, qu'il faut. Sauf que Cord, moi, quand il me fait pogner les nerfs, Cord, c'est parce que j'ai l'impression qu'il donne tout le temps à trop puis il s'en fout. Ah, c'est juste pour te faire comprendre ce que je suis prêt à donner. Non, je comprends. Là, je comprends, mais tu sais, des fois, je trouve que... moi, la réponse du Québécois moyen qui écoute RDS. Tu ne pourras jamais aller chercher ça va. Non, mais c'est pas ça. Moi, je suis d'accord avec toi que tu peux donner quelque chose. Mais à un moment donné, c'est parce que tu peux pas donner, tu peux pas comme exagérer dans la question. Hey, s'il veut moins que Caulfield, mon first pick, je vais lui donner moins. Oui, mais je suis pas contre ça. S'il en veut plus, je vais y en donner plus. Je suis pas contre ça, mais pas n'importe qui. Puis je chiffre ce gars-là, puis mon attaque vient de devenir grosse, mon attaque vient de devenir physique, vient de rajeunir, et on rentre dans les playoffs l'an prochain sans forcer. Là, tout est permis. Là, au deadline, tu vas chercher les gars qui manquent. Mais Manta avec un contrat, Tuck avec un contrat, plus de Domi. Si Drouin, il faut qu'il partira Drouin. C'est pas grave. Il faut que KK puis Suzuki a un gros allié qui sait jouer au hockey, qui suit sur le patin à côté d'eux autres pour les 10 prochaines années. Je viens de te trouver. Ah, puis tu sais, versus, tu as Caulfield, ton first rounder, que un, tu sais pas c'est quoi, parce que c'est encore des nuages. Fait que tu as 2 gars qui ont produit 0 dans la Ligue nationale présentement pour un gars qui a amené des résultats, puis que tu sais ce que tu vas avoir, grosso modo. C'est win now. C'est pas win dans 5 ans, c'est win now. Non, si tu veux gagner avec Price, il faut que tu bouges. Mais ça, c'est sûr. Ça se passe dans les 3 prochaines années, si tu veux gagner avec Price. Si tu veux gagner avec Caden Primo, ça va être un autre paire de manches. Là, tu changes ta stratégie complètement. Je te conseille d'essayer de gagner avec Price. En fait, Price. Oui, c'est ça. Parce que Price va se faire, il serait déjà échangé s'il ne voulait pas y aller avec Price. S'il pensait gagner avec Primo. En fait. L'échange là. Si tu veux changer Carey Price, c'est là. Oui, si tu penses gagner avec Caden Primo, tu échanges tout ça. Sa valeur n'a jamais été aussi haute que maintenant. À quelle heure tu travailles? Non, ben il faut que je quitte là. C'est ça, ça que je viens de dire. Que... Hey, on remet ça une discussion avec Max? Yes, sir. Hey, puis mon chum Yann Godette aussi, j'ai joué au baseball avec lui. Ah, c'est vrai, tu me l'as dit, ça. Ah, nice. Ben oui, plus jeune, on a joué ensemble. Hein. On a regardé ça prochain. On suit les playoffs, on s'en fait un des 4 d'abord. Ouais. Yes. Ouais. Bonne soirée, messieurs. Merci, Max. Max. Ça fait plaisir. Toujours la fun, les boys. Ciao. Ciao. Allez.